Polynetwork qui se fait voler 600 millions. Oui, 600 millions. Les NFT qui continuent et surtout 2-3 petites idées par rapport à ça, parce que je pense que la folie des NFT ne va pas durer, et on est parti pour la market update. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. Si c'est un format que tu apprécies, avoir des vidéos quotidiennes pour traiter de l'actualité des crypto-monnaies, et bien surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Sur ceci, commençons directement avec la market update. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Eh bien on peut voir déjà que le Bitcoin et l'Ethereum n'ont pas beaucoup bougé par rapport à hier. On a une petite perte, mais rien de bien méchant, hein, on peut le dire, voilà. Donc le Bitcoin se maintient environ aux 45 000, ce qui est un plutôt beau chiffre, hein. On va pas se mentir, c'est plutôt sympathique. Et l'Ethereum qui se maintient au-dessus des 3000 $, même s'il a failli le perdre à 2-3 reprises. Par exemple, ici, en même moment que le Bitcoin, là où il a failli redescendre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre de plutôt sympathique? On a un Binance Coin qui monte. Ça fait un petit moment que le Binance Coin n'était pas remonté. Il est remonté donc à 370 $. Ce qui est plutôt cool, hein. On a une petite remontée là comme ça. Et comme tu peux le voir, ça faisait un petit moment qu'on n'était plus venu taper les 370 $. Hein. Ça faisait un petit moment, la dernière fois c'était le 14 juin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Cardano aussi, qui est remonté, qui a fait une petite remontada. On l'a vu remonter, donc aller presque taper les 1,60. On verra encore ce qui va se passer. Pour moi, Cardano, c'est un petit peu un pari quitte ou double. On verra bien, je pense que je ferai une vidéo complètement dédiée à Cardano, hein, parce que clairement, c'est une belle bête et il y a pas mal de choses à raconter là-dessus. Bon, il faut qu'on attaque un sujet qui est plus ou moins sensible. Je sais pas si tu t'es intéressé plus que ça à la folie des NFT, mais sur ces quelques dernières semaines, tous les NFT se sont fait saisir d'assaut. Hein. Tout le monde qui s'est rué vraiment sur les NFT, et ça a créé un problème assez massif, c'est qu'il y a des dizaines, voire plutôt même des centaines de collections. Tu sais, ces collections là où tu as des dizaines, là où tu as à chaque fois 10 000 NFT hein, qui sont produits donc et qui ont pour objectif d'être des profile pictures. Tu sais, ces profile pictures, les fameuses. Eh bien, le souci, c'est qu'on en a eu beaucoup trop. Le problème, c'est qu'il y a tellement de projets qui se sont lancés il n'y a pas longtemps que, eh bien, la majorité des gens qui débarquent ne savent même plus où donner de la tête. Alors au tout début, tout se passait très bien et on arrivait à les vendre, il n'y avait pas encore trop de problèmes, mais maintenant on commence à se rendre compte que les gens, ils achètent plus. En fait, pourquoi? Eh bien, il y a vraiment beaucoup trop de supply. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont venus, qui ont créé leur collection et qui se sont dit on va faire un quick buck, on va se faire un petit peu de thunes, on va vendre une collection à 10 000 pièces, voilà, ça va être des profile pictures, hein, un petit peu classique. Et maintenant, on observe que de plus en plus des projets ont du mal. Alors il y a certains contre-exemples, hein, bien sûr. Il y avait quoi hier qui s'est bien vendu? C'était Sad Frog District. Hein. Encore une fois, ce sont des contre-exemples. Hein. Tac, Sad Frog, je sais pas si j'arrête de le tomber dessus. J'aime beaucoup l'art qu'ils ont derrière. Bref, c'est un projet qui s'est vendu en 2 minutes, même si on n'est pas trop sûr, peut-être qu'il y avait des bots derrière ou je ne sais pas, il y a encore des doutes sur ce projet-là. Bref, tous les problèmes ne sont pas élucidés, d'accord? Et il y a plein de projets comme ça qui se lancent, qui ont des idées, qui ont des choses, mais l'énorme souci, c'est que la majorité, en fait, ce sont juste des projets qui sont vierges de projets, ce sont simplement des images. Le souci, c'est que contrairement aux crypto-monnaies qui sont plus ou moins liquides quand même, eh bien les NFT, c'est pas liquide. C'est-à-dire que si tu veux vendre ton NFT, par exemple, tu as acheté celui-là, là, ok, très bien, tu veux le vendre, et bien pour pouvoir le vendre, il faut qu'il y ait un mec qui se décide de l'autre côté du tunnel, enfin de l'autre côté de son ordinateur quoi, de t'acheter un NFT là comme ça, celui-là, qu'il le trouve joli et qu'il se dise ouais 0,12 Ethereum, ouais ça vaut le coup. Est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'on va pas les mettre, est-ce qu'il y a les propriétés derrière qui vendent bien? Gladiator Helmet, d'où c'est un Gladiator Helmet? Admettons. Bref, donc les propriétés qui sont derrière, il faut qu'il y ait un mec qui a envie de te l'acheter. Sauf qu'il y a tellement de collections qui sont sorties en si peu de temps que les gens sont complètement perdus, les gens ont acheté tout plein d'NFT et ils savent pas quel NFT acheter, quel NFT vendre, et le gros problème c'est qu'il va y arriver un moment là où tout le monde va décider de vendre, et qu'est-ce qui se passe quand tout le monde décide de vendre? Eh bien les gens baissent les prix. Et je te laisse deviner ce qui se passe. À partir du moment là où plus personne ne veut acheter des NFT, eh bien c'est bien triste, mais si plus personne n'achète de NFT, le prix descend, le prix dégringole. Et il y a même de bonnes chances que tu n'arrives pas à vendre tes NFT.
Suffit d'aller regarder, par exemple, je sais pas, celui-là, on va aller regarder au hasard. Il a été listé quand? Celui-ci, il a été listé il y a 18 jours. Il n'a pas été vendu depuis. Un exemple tout con. Alors imagine, maintenant, si tout le monde commence à venir, tout le monde commence à surenchérir à la baisse, et ben, il y a beaucoup de projets qui ne vont pas se vendre. Ça, c'est le floor, hein. En général, le floor, ça se vend assez bien. Minted, il n'a pas encore été vendu non plus, celui-là, je sais pas. Ça m'étonne d'ailleurs. Je fais peut-être une erreur, hein, écoute. C'est peut-être moi qui fais une erreur là-dessus de me fier à ça. Ça me semble bizarre que même celui du floor, il n'a pas encore été vendu. Je sais pas, on va peut-être trouver d'autres exemples. D'eux qui ont plus de transferts. Peut-être des gens qui se décident que maintenant c'est le moment de vendre, je sais pas. Mais en tout cas, la problématique dont je te parle est bien réelle. C'est qu'à bout d'un moment, tout le monde va se décider, écoute mec, voilà par exemple celui-là, tac. Ça fait 6 jours listé, ça fait un petit moment qu'il a dû être listé. Ça m'étonne qu'il n'y a pas listé, je voudrais rajouter filtré par listing, voilà, tac. C'est le listing, par exemple celui-là, ça fait 4 jours qu'il est listé. Yes, maintenant on va pouvoir voir sur les autres. Je sais pas, par exemple celui-là, ça fait combien de temps qu'il est listé? Celui-là, ça fait... je veux afficher les listes. Merci. Celui-là, regarde, tu vois, le mec a essayé de le vendre il y a 17 jours. Là, il a baissé le prix, il a baissé le prix, il a baissé le prix. Tu vois, c'est quelque chose, c'est un cercle assez vicieux là où en fait les gens qui ne sont pas là pour l'art, qui n'ont pas envie en fait de garder leurs jetons, leurs NFT, et ben ils vont surenchérir à la baisse pour essayer de se débarrasser de leurs jetons à un prix encore viable. Parce que là, on est à 0,06 Ethereum. Ceux-là, ils ont été mintés pour 0,07. Je me rappelle, j'en ai minté quelques-uns. Mais imagine maintenant. Enfin non, j'en ai même pas minté, j'en ai acheté au marché secondaire tellement ils sont partis vite. Mais maintenant, imagine que tout le monde essaie de les vendre, et ben c'est là qu'on va avoir un véritable problème. C'est pour ça, encore une fois, je t'invite vraiment à être sûr de toi quand tu investis dans les NFT, que tu sois OK à 100% si ton investissement va à zéro. Parce que la majorité de ces projets-là n'ont pas vraiment de futur et ne sont que des images. Bien sûr, il y a quelques projets qui sont sérieux. Je pense à quoi je pense quand je te parle de projets sérieux. Je te parle de projets qui ont déjà fait leurs preuves. Par exemple, je te parle de Bored Ape Yacht Club. Un projet qui est sérieux, tu vois. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est quelque chose qui a été créé. Les prix sont un peu surcotés en ce moment, on va pas se mentir. Enfin, c'est mon opinion, si ça se trouve, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est le cas, ils sont très très chers pour le moment. Et il y a un véritable projet derrière, il y a une véritable communauté. Mais les dizaines d'autres projets qui sont basés pour faire une communauté un petit peu comme Bored Ape Yacht Club, et ben la majorité sont juste là pour avoir la communauté, mais ils ont rien derrière. Ils n'ont pas de communauté, ils ont juste des profile pictures. Et ça c'est triste et c'est là où il faut se poser des questions si effectivement ce sont des projets dans lesquels tu as envie d'investir ou si tout simplement ce serait peut-être mieux de liquider ta position là maintenant avant qu'on se retrouve face à un problème beaucoup plus gros de position qu'on ne pourra pas liquider. Voilà, c'est mon take là-dessus. Il y a quelques projets qui sont intéressants, je dis pas, bien sûr. Je pense que les CryptoPunks sont là pour rester, les Bored Ape Yacht Club exactement pareil. Il y a encore Hashmask qui pour le moment est un petit peu en perte de vitesse, mais je pense qu'ils vont trouver quelque chose d'intéressant à mettre en place pour en vendre un petit peu plus, que ce soit avec les systèmes de mini-communautés ou d'autres choses. Et il y a Dodgebound que j'apprécie beaucoup. J'apprécie clairement. Dodgebound, The Dodgebound, que je trouve plutôt stylé. Ils ont pas mal de projets, ils ont pas mal d'idées, ils veulent faire un système un petit peu comme CryptoKitties, là où tu pourras faire du breeding. Je trouve ça très intéressant. Et c'était quoi encore le dernier? C'était Penguin là. J'ai plus le nom en tête, mais c'est quelque chose que Pudgy Penguins, voilà. J'en ai pas minté, mais j'ai regardé, le projet a l'air très très intéressant. Ils ont l'air de faire des trucs plutôt stylés. Alors je les trouve pas forcément esthétiquement ouf, tu vois, mais il y a un projet derrière, il y a des choses derrière, il y a une véritable communauté, donc c'est quelque chose qui peut fonctionner, voilà. Peut-être qu'avec le temps, c'est comme tout, celui-là il doit être stylé, ça me fait penser beaucoup au Bini là que tu as sur les punks, j'avais pas vu, Bini orange, ouais, ça me fait penser, je sais pas si Gemini ETH, il en a un, je sais pas si... Gemini.eth. Non, je sais pas, il n'y a pas son... D'accord, je pensais qu'il y avait son... Bref, ça me fait beaucoup penser à ça. Voilà, tu vois, ça me fait penser à ce Bini là. Petite transgression, non, digression on dit. Bref, voilà, donc c'est le genre de projet plus ou moins intéressant. S'il y a une véritable communauté derrière,
c'est cool. Et surtout, plus que la communauté, s'il y a un véritable projet, s'il y a un projet de développement sur plusieurs mois, sur plusieurs années peut-être, et qu'il y a un véritable des idées, une communauté, tout ça, c'est peut-être l'intérêt d'aller dessus. Mais le véritable problème pour moi, c'est tous ces projets qui sont sortis de nulle part et qui ont juste en fait, eh bien, des images et qui n'ont pas de communauté derrière, qui n'ont absolument rien. À éviter. Parce que, à mon avis, il y a beaucoup de projets qui vont être bloqués suite à ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. L'autre sujet dont j'avais envie de te parler, et oui, aujourd'hui on va que faire deux sujets parce qu'ils sont vraiment très très denses, eh bien c'est l'exploit de Polychain, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, The Poly Network. Donc c'est un mélange en fait d'assets qui étaient distribués donc sur Binance Smart Chain, sur Ethereum et sur le réseau Polygon, comme le nom l'indique. Encore une fois, donc ce sont des valets qui se sont fait hacker. Alors ils se sont fait hacker comment, j'ai un doute, j'ai pas plus lu, voilà, c'est une vulnérabilité au niveau des smart contracts. Moi ce qui m'intéresse surtout sur cette chose là, c'est pas tellement qu'est-ce qui s'est passé, c'est surtout comment t'en prémunir. Encore une fois, les vols de ce type là, ce n'est pas rare, c'est quelque chose qui arrive assez souvent à partir du moment où ton argent est positionné sur des smart contracts. Que ce soit sur des projets qui soient plus ou moins gros, hein, on l'a déjà vu, c'est pas parce qu'un projet est gros qu'il a pas de faille. Par contre, un projet, en général, plus il est gros, moins il a tendance à avoir de failles parce que de plus en plus de gens se sont tâtés à essayer de le hacker, tout simplement parce qu'il y avait de plus en plus d'argent à se faire dessus. Par exemple, le mec qui va essayer de hacker Ledger, t'imagines pas la thune qu'il pourrait se faire s'il réussit à le faire. Mais vu que personne n'a réussi en 3-4 ans que ça existe Ledger, est-ce que Ledger est plus safe? Oui, effectivement, parce que personne n'a encore réussi de le hacker, alors que le jackpot, si quelqu'un arrive à hacker Ledger, il est totalement énorme. Maintenant, c'est exactement pareil pour les protocoles de finance décentralisée. Par exemple, tu vas regarder, je sais pas, on va prendre l'exemple de PancakeSwap. PancakeSwap, que j'apprécie, j'utilisais un moment, je m'en sers plus trop en ce moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt sympathique. Donc, il y a 9,3 millions de stackés. Combien de personnes, combien de hackers tu crois qui ont déjà essayé de hacker ce protocole? Énormément, j'en suis sûr. J'ai pas les chiffres à l'appui, on ne pourra jamais les avoir, mais c'est clair qu'il y a pas mal de monde qui a essayé de hacker ce type de contrat-là. Eh bien, si on est encore là, et qu'il y a 10 millions de stackés dessus, t'inquiète pas que le truc est à peu près solide et que tu peux quasiment être sûr que les fermes, les poules et tout ça, tu vas pas te réveiller le jour au lendemain en te rendant compte que y a plus rien, ils sont partis avec la caisse, etc. etc. C'est en général un système qui te permet d'éviter ces désagréments. Par contre, des petits projets, des projets qui sont lancés il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ça tu sais pas, t'as pas trop d'idées, t'as pas trop de recul dessus, et t'as aucune idée de là où ça va aller. C'est ça le véritable problème là derrière, c'est qu'ils n'ont pas encore assez de puissance donc de frappe, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore assez gros pour s'être fait hacker pas mal de fois, mais ils sont également pas assez, ils sont pas assez gros donc pour s'être fait hacker pas mal de fois, et donc on n'a pas le recul nécessaire pour, d'avoir essayé de les hacker assez de fois pour être sûr qu'en fait le code est safe. Ça va vraiment être en fait à la taille du protocole que tu vas pouvoir juger si c'est safe ou pas. C'est encore une façon, c'est une méthode que moi j'utilise pour vérifier si le protocole est fiable ou pas. Après il n'y a pas vraiment de montant, mais j'imagine qu'au-dessus d'1 milliard, tu peux quasiment être sûr que le truc est assez safe parce que tout le monde s'est cassé la gueule dessus, parce que 1 milliard c'est quand même une somme déjà plutôt importante pour pas mal de gens, tu vois. Tu comprends un petit peu le délire. Il n'y a pas beaucoup de projets qui arrivent à les dépasser d'ailleurs. Bref, de quoi je parlais, ce qui va nous intéresser c'est comment se prémunir de ce type de problème. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que tu n'es pas à l'abri de ça, et vu que tu n'es pas à l'abri de ça, tu dois prévoir une stratégie pour minimiser le risque et surtout pour minimiser les pertes. Qu'est-ce que ça veut dire? Minimiser le risque, c'est déjà prêter uniquement des protocoles qui sont assez gros. Je pense à PancakeSwap, je pense à Uniswap, des énormes protocoles qui effectivement ont déjà fait leurs preuves et qui effectivement ont très peu de chances de se faire hacker. Même si le risque n'est pas nul, mais ils ont peu de chances de se faire hacker comparé à d'autres types de protocoles. On est d'accord à ce niveau-là. Ensuite, la chose qui est intéressante à faire, c'est de ne pas mettre tout ton argent sur le même protocole. Et oui, évidemment, tu vas pas mettre 100% de ton argent sur le même protocole, même si c'est celui qui a le rendement le plus intéressant. De la même façon, tu vas pas mettre 100% de ton argent sur le même investissement. Par exemple, tu vas pas avoir 100% de ton investissement en Dogecoin. Il y a des gens qui le font, mais c'est insensé. Ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir, 25% dans le Bitcoin, 25% dans l'Ethereum, 25% dans le Dogecoin et encore 25% dans le Cardano. Comme ça, s'il y a un de ces projets-là qui foire, il n'y a pas de souci, tu as encore 3 projets derrière et donc tu as encore 75% de ton argent derrière.
Mais pour arriver à faire ça, effectivement, il faut que tu t'intéresses à un système un petit peu plus global, à beaucoup de projets. Et ben, ça demande plus d'énergie que de s'intéresser simplement au projet, je sais pas, par exemple le Dogecoin, et de trouver que c'est hypant de s'intéresser au Dogecoin. Un exemple au hasard, hein, bien sûr. J'ai pas plus de recherche que ça sur le Dogecoin ou quoi, je m'y suis pas plus intéressé que ça. Mais c'est pour ça que diversifier tes investissements, c'est quelque chose de très intéressant. Et autant en diversifier au niveau de tes jetons, c'est bien. Autant diversifier au niveau des protocoles que tu utilises et même des blockchains que tu utilises, c'est encore mieux. Par exemple, j'ai certains investissements qui vont être sur Ethereum, d'autres qui vont être sur Binance Smart Chain, encore d'autres qui vont être sur Phantom et certains autres qui pourront être sur Cardano. Ce genre de choses-là, moi je trouve que c'est super pertinent parce qu'au cas où une de ces blockchains-là ou alors un de ces projets-là n'aboutit pas ou se fait hacker, eh ben il n'y a pas de gros drame à la maison, tout simplement déjà parce que j'ai pas investi de l'argent que je ne pouvais pas perdre, ça c'est la règle de base en investissement, mais aussi tout simplement parce que je vais limiter la casse. Si un projet se fait hacker à 100%, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais perdre 25% de mon investissement. C'est un coup dur, on est d'accord, mais j'ai pas perdu 100% de mon investissement. Imagine, tu as tout ton argent qui est sur Binance, Binance décide de bloquer ton compte, fini, tu as perdu 100% de ton investissement. Bah, c'est exactement pareil sur des smart contracts. Tu vas pas te permettre de stacker sur le même smart contract ou alors sur le même type de protocole. Je sais pas, par exemple, tu vas pas stacker tous tes jetons sur PancakeSwap. Même si PancakeSwap, a priori, c'est safe, et ben tu vas pas t'amuser à stacker tout ton argent dessus. Tu vas chercher d'autres protocoles similaires ou alors aller chercher sur d'autres blockchains. Si la Binance Smart Chain, bah effectivement, tu trouves pas d'autres protocoles similaires dessus et tu vas aller bloquer ton argent là-dessus pour générer des intérêts à ce niveau-là. Encore une fois, je sais que cette vidéo est un petit peu moins fun, un petit peu moins lighthearted, comme on pourrait dire, que les autres vidéos que j'ai faites, mais ce sont vraiment des vrais risques qui existent et je pense que c'est intéressant d'être conscient de ces risques-là, que ce soit au niveau des NFT, que ce soit au niveau des protocoles, parce que au bout d'un moment, à force de jouer, à force de prêter à des protocoles comme ça, il y a un moment là où tu vas te faire toucher, c'est obligé. J'ai eu de la chance, je touche du bois pour le moment, j'ai failli subir beaucoup de pertes, mais j'avais de la chance. Une semaine avant que le protocole se fasse hacker, en fait j'avais déplacé mes fonds. Donc j'ai eu énormément de chance à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc c'est pour ça, depuis qu'il y a ça qui a failli m'arriver, et ben maintenant j'ai pris conscience, je me suis dit, écoute, j'aurais pu tout perdre sur ce mauvais coup de dé, donc je vais diversifier. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. De la même façon qu'à un moment j'avais essayé le leverage, je me suis rendu compte que ça jouait pas. Bon, je t'avoue, j'ai essayé le leverage au pire moment possible. J'ai essayé le leverage quand on s'est pris un moins 50%. On se l'est pas pris en un jour, heureusement, mais j'avais essayé le leverage à ce moment-là. Le leverage, c'est-à-dire que j'ai prêté de l'argent et j'ai remprunté l'argent, une partie. J'ai remprunté grâce à l'argent que j'avais prêté, donc j'ai prêté un collatéral et j'ai remprunté des USDC pour les placer dans une autre crypto-monnaie qui s'est pété la gueule un petit peu plus tard. Ça a fait que j'avais de l'argent à rembourser. Voilà. On rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le prêt, l'emprunt, les collatéraux et tout ça. Je pense que ça peut être un sujet intéressant également. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. C'est clair que ça peut être plus ou moins risqué, mais il y a des choses à faire à ce niveau-là et j'en suis convaincu. Voilà donc pour cette vidéo, je pense qu'on va clôturer là, hein. Je pense qu'il y a assez de choses à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, ce sont des sujets qui m'intéressent, je suis vraiment passionné par ça. Donc si tu as des questions, si tu as des suggestions, n'hésite surtout pas à me les faire, je me ferai un plaisir de traiter ça. Voilà, n'hésite pas à t'abonner et sur ce, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!